Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, qui est professeur à Sciences Po, chroniqueur également dans Le Figaro et Les Échos, je le signale. Entrepreneur et essayiste, bienvenue sur Europe 1 et bonjour Mathieu Laine. Bonjour Sonia Mabrouk. Et justement, avant d'évoquer votre livre intitulé La compagnie des voyants chez Grasset, le gouvernement aimerait bien être un peu voyant et deviner quelle sera l'ampleur des prochaines mobilisations contre sa réforme des retraites. Mathieu Laine, le climat social se tend, les syndicats menacent, les frondeurs pointent le bout de leur nez dans la majorité. Dites-nous, selon vous, si Emmanuel Macron recule, s'il y a un signe de fébrilité, qu'en sera-t-il pour le reste de son quinquennat ? Surtout, il ne faut pas reculer. C'est une petite réforme. Cela dit, je connais certains membres de cette équipe et je vois la complexité. J'ai beaucoup d'empathie pour eux. Je vois la complexité de leur quotidien à faire bouger quelques lignes. Mais c'est une réforme finalement assez comptable, tout à fait naturelle, à décaler effectivement le départ de l'âge à la retraite, tout en étant très social à plein d'égards, parce que tout simplement, quand on a inventé ce système, on le sait tous, maintenant, enfin j'espère, il y avait 4 actifs pour un retraité, on est à 1,7 et qu'il y a un moment ou un autre, ça ne tient pas et ça va craquer. Donc on ne peut pas ne pas faire cette réforme. D'ailleurs, je n'ai pas vu d'éléments de fébrilité où que ce soit dans cette équipe, et il faut le faire. Et ce n'est pas, on n'est pas dans la caricature de quelque chose qui serait absolument violent. Il faut absolument l'enjamber le plus vite possible. L'enjamber. Voilà. Il y a une faut expression la passer démocratique dans la rue et au Parlement. Oui, il y a eu une expression démocratique par un vote aussi, et pour le coup, il a été très clair à cet égard, et je pense qu'il faut le faire, surtout s'il ne le fait pas, c'est presque la fin du quinquennat. Petite réforme et maxi-mobilisation. En réalité, Mathieu Laine, peut-être c'est l'une des questions aussi centrales. Est-ce que ce sera la dernière réforme? Qui peut affirmer aujourd'hui que cette réforme nous permettra vraiment de préserver notre système par répartition? Certainement pas. C'est-à-dire que la vraie difficulté de cette réforme, c'est que c'est une clause de rendez-vous pour quelques années plus tard et pour pouvoir décaler. Alors c'est une adaptation à l'allongement de la vie, à l'allongement même de la qualité de la vie, en vérité, qu'il faut jamais oublier, qui est l'accompagnement du progrès technique, technologique, sanitaire et autres. Cela dit, moi je pense qu'il manque dans le monde politique, à part une ou deux exceptions, notamment David Lisnard, qui a fait un très très bon papier dans le Figaro il y a quelques jours, une capacité de travail et d'innovation qui, sans caricature, vient dire, comme il l'a très bien dit, je trouve, qu'il faudrait mettre une part de capitalisation, une tranche de capitalisation qui permettrait, puisqu'on entend des cris d'orfraie sur la montée du CAC 40, ce qui est un peu délirant, en réalité, si on fait un peu de contracyclique et qu'on remontait à quelques années plus tôt et qu'on avait permis aux Français, y compris en abondant par l'État, comme le propose David Lisnard, de participer au financement de l'économie et à la montée en puissance de la valeur, tout le monde aurait profité de cela. Moi, je crois à un système hybride, qui parie, donc, par capitalisation. Parie, mais en général, il faut voir quel type de société on veut, qui parie sur l'économie de marché, parce que ceux qui parient sur l'égalité parfaite à la fin, ça finit mal, et on parlera, si vous voulez, de la ferme des animaux, on en donnera un exemple. Bien sûr. Mais clairement, qu'il ne laisse personne au bord de la route. Vous êtes sûr qu'en pariant sur l'économie de marché, on ne laisse personne sur le bord de la route? Ce système a sorti de la pauvreté énormément de monde, mais je ne parie pas sur un système sans État ni sans protection. Il faut une protection minimale, ce qui est vraiment le cas en France. C'est le système le plus redistributif au monde. Il faut juste le rappeler de temps en temps. Donc on ne laisse personne au bord de la route. On parie sur l'éducation, sur la capacité de créer de l'égalité des chances. C'est la chose la plus compliquée. Et puis on donne à la fin, sans doute, les gens ne sont pas sur le même niveau d'arrivée parce qu'il y a le mérite, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a la capacité d'innovation de certains. Voilà, il y a un débat sur les milliardaires. On va en parler. Voilà. Vous dites que c'est le pays le plus protecteur, ou l'un des plus protecteurs au monde, et c'est l'auteur de l'État nounou. On vous avait reçu à ce sujet. La grande nurserie, la fertilisation, etc. Oui, mais aujourd'hui, vous avez une partie de la jeunesse qui n'a plus du tout le même rapport, par exemple, à la société, au travail que leur donnait. Une partie de ces jeunes ne croient pas en l'accomplissement par le travail. Ils ont à peine 20 ans. Ils manifestent contre la réforme des retraites. Vous les comprenez? Écoutez, on peut avoir dans un moment de sa vie, notamment quand on est un peu plus jeune, et je ne veux pas passer pour un boomer ou etc., mais oui, peut-être la tentation d'aller faire autre chose, ou de pas travailler, ou de pas travailler moins, ou en tout cas d'aller visiter le monde, ou se mettre sur quelques chevaux idéologiques qui font du bien et qui donnent le sentiment d'être libre et heureux. Cela dit, c'est pas être affreusement réac ou réaliste ou sombre que de se dire qu'en réalité le travail, c'est une capacité d'émancipation
fabuleuse. Et y compris des gens qui ont beaucoup, ceux qui s'arrêtent de travailler, c'est une catastrophe. Ceux qui continuent à travailler, c'est pas forcément pour avoir plus d'argent, c'est parce que c'est ce qui ouvre à plein d'égards. Et donc, bien sûr qu'il y a de la pénibilité, il faut justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne pas laisser ce genre de sujet non traité, mais ce n'est pas le cas. Et pour le coup, pour cette nouvelle génération, recréer les bonnes incitations pour aller profiter de ce que le travail apporte dans la vie, je crois qu'il faut un peu de travail là-dessus. Oui. Vaste défi. Nous recevons il y a quelques jours à ce micro la nouvelle chef des écologistes, Marine Tondelier, qui affirme sans surprise que cette réforme est injuste selon elle et qu'il faudrait s'attaquer aux riches, qu'il faudrait une France sans milliardaires. Selon vous, de quoi ce discours est-il le révélateur? Alors d'abord, il y a une surenchère chez les Verts sur le rouge, qui est un peu désespérante, je trouve, mais ça fait le buzz. Et donc voilà. Moi, je préfère les gens qui cherchent à lutter contre la pauvreté plutôt que contre les riches. J'ai jamais cru à ça. Ceux qui ont vraiment réussi, regardez qui ils sont. En réalité, souvent, c'est entrepreneurs de première génération, des gens assez hors normes, assez impressionnants, qui ont une capacité à apporter sur le marché des solutions qui ont marché. Ça a fait gagner plein d'argent, y compris des petits épargnants. Ça donne du travail à tant de gens. Ça a une capacité d'innovation, d'attractivité du pays. Enfin, ne nous privons pas de cela. En revanche, travaillons beaucoup sur l'égalité des chances pour que les nouvelles générations puissent, à leur tour, éventuellement, pouvoir s'émanciper jusque-là. La proposition, c'était de taxer ces 2% de taxes sur les milliardaires. Et dans ce cas-là, pas besoin de la réforme des retraites pour trouver l'argent. C'est facile, c'est dans la poche. Si c'était comme ça, ce serait déjà fait depuis longtemps. Pour en arriver dans quelques instants à votre livre, Mathieu Laine, qui, à travers les grands romans, la belle et grande littérature, peut nous éclairer sur l'actualité, le monde contemporain. Si on devait justement qualifier, non pas les Verts, mais cette sortie de Marine Tondelier, vous la retrouvez dans l'un des ouvrages, dans notre littérature, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pour le coup, La ferme des animaux, voilà. La ferme des animaux. En 1945, Orwell écrit une espèce de fable à partir des animaux. On est dans la ferme, une ferme anglaise, dirigé par Mr. Smith, et les animaux se rebellent en disant voilà, c'est l'équivalent du milliardaire en quelque sorte, il nous exploite, il faudrait qu'on se rebelle. Et finalement, les cochons prennent notamment l'initiative, notamment le cochon Napoléon, qui me fait dangereusement penser à Mélenchon aujourd'hui, et qui convainc tout le monde, y compris le fameux cheval Malabar, qui est dans la croyance qu'effectivement, on va enfin venir à un vrai monde d'égalité. Sauf que, comme l'évoque Orwell dans ce livre, certains animaux sont plus égaux que d'autres. C'est une citation du livre. Ben oui, parce que quand on parie sur un système d'égalité, à la fin, il y en a toujours qui en profitent. Ça s'appelle une révolution, on revient au point de départ, mais ceux qui en profitent sont ceux qui, malheureusement, l'ont fait par la force, par la violence. Et c'est tout un système qui dérive, et je ne souhaite pas à mon pays d'aller vers cela. Alors, vous trouvez qu'on étouffe dans notre pays en ce moment, dans ce climat social, et comme dirait Roland Barthes, la littérature ne permet pas de marcher, mais elle permet de respirer. On va essayer de respirer, c'est pour ça que je la cite, avec votre ouvrage La compagnie des voyants chez Grasset, de Homère à Camus en passant par Dostoïevski. Vous éclairez finalement le monde, vous tentez de le faire avec des grands romans. Par exemple, Les démons de Dostoïevski. Est-ce qu'à travers cela, on peut comprendre un petit peu ou trouver des éléments par rapport à ce qui se passe en Ukraine? Oui, clairement. Lire les grands romans, c'est venir toucher les invariants identifiés par les grands penseurs, les grands génies que sont les grands romanciers. Quand les œuvres traversent les temps, c'est parce qu'elles ont touché des pans de nous, des parts de nous qui subsistent à travers les siècles. Et pour le coup, lire Dostoïevski, c'est identifier dans le personnage de Piotr Stepanovitch l'âme folle. D'ailleurs, il parle des yeux fous de Piotr Stepanovitch, qui sont exactement les yeux de Poutine en vérité. Et on voit à la fois l'idée de se saisir de la violence pour transformer des populations et les rendre molles comme de la cire. On voit l'ambition de se dire... C'est l'Occident qui est mou comme de la cire? C'est exactement ça. Vous voyez le propos idéologique de Poutine. Il est persuadé d'être en croisade pour sauver une certaine vision. Il parle, dans Dostoïevski, parle d'une société décadente et puante. Bon, c'est exactement le discours qui finalement est celui qui vient soutenir la guerre en Ukraine, parce que ce type de croisade ne se fait jamais en invoquant « je suis le mal et je vais le porter ». Mais non, donc, justement, d'ailleurs, dans Dostoïevski, il y a une fascination pour la puissance, pour l'autoritarisme, et c'est une fascination qui ne s'éteint pas. Hein. Et cette capacité du romancier à vous mettre, par le biais des émotions,
dans ce moment où vous êtes dans une abstraction totale quand vous lisez. Et vous rentrez dans les personnages, vous rentrez dans les différentes situations par rapport, par exemple, à ce tyran qui est en devenir et qui bascule dans la folie. Et ben, ça vous met aussi, en l'occurrence, dans une part de cette âme russe détournée par ce type de leader, et vous percevez, vous analysez beaucoup mieux en faisant un pas vers l'autre vers soi. J'aime bien cette expression parce que c'est dans le même temps, vous avez à la fois, vous venez en vous parce que ce sont les émotions qui sont saisies, et vous regardez d'autres vies que la vôtre, et vous avez ce miroir extraordinaire qu'offre un roman, et je crois infiniment mieux que n'importe quel essai, par exemple. On va continuer, je vous écoutais avec attention, à rentrer dans l'immuable de la littérature en parlant tout à l'heure de cette sortie sur les riches. On peut y voir aussi une lutte des classes. Ça me faisait penser à Germinal. Est-ce qu'on peut rapprocher évidemment le grand roman de Zola à ce qui est en train de se passer ? C'est très intéressant. J'ai relu donc un certain nombre de romans et je partage ça dans ce livre, La Compagnie des Voyants. Je dis au passage que les voyants, c'était l'expression de Rimbaud, vous savez, et que j'ai appliqué non pas aux poètes mais aux grands romanciers. Et c'est vrai que relire Germinal, c'est intéressant. J'invite les gens à le faire parce que on en a le souvenir, souvent d'ailleurs entretenu par une certaine légende, que c'est quasiment un livre communiste. Donc je fais vite. Et c'est vrai que Zola a raison pour le coup, a vraiment la dent dure sur un patronat de l'époque qui pour le coup était dans une inhumanité totale. Et quand vous voyez ce qu'il était aujourd'hui et ce qui est aujourd'hui, honnêtement... les mineurs comme des machines que l'on loue. Exactement, que l'on a et moi qui suis le descendant d'une famille de mineurs, croyez bien que cela me touche. Mais je l'ai lu attentivement, et pour le coup Zola est aussi dur avec le socialiste Pluchart, parce que le socialiste Pluchart, qui est censé défendre les intérêts des ouvriers, des mineurs, est en réalité bien plus obsédé par sa propre carrière et finit à un moment par les abandonner. Et il est tout aussi dur, et c'est pour ça que la littérature permet de comprendre et de travailler la nuance, avec Souvarine, qui est l'anarchiste, cet anarchiste qui préfère détruire que construire. Et donc, relire Germinal à l'aune de notre temps nous permet de mieux appréhender la complexité et surtout d'emmener un raisonnement vers la nuance. Il y a aussi ce dont on a besoin. Le personnage Étienne Lantier qui prône un collectivisme radical et qui dit à un moment, notre tour est venu, c'est nous, dit-il, c'est nous d'avoir le pouvoir et la richesse. Et je crois qu'il dit la mine aux mineurs, la mer aux pêcheurs, et le dernier m'échappe. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr... Et la terre aux paysans. Ah ben voilà. C'est assez clair quand même. Voilà, c'est assez clair. C'est vraiment ce personnage de Lantier est très intéressant parce qu'on le voit au début il serait du qui roman. aujourd'hui ? Je ne veux pas jouer à cela. Alors, mais... non, on ne va pas jouer à cela. Mais, vous avez une petite idée alors. Mais déjà tout à l'heure, je l'ai fait sur la ferme des animaux avec Jean-Luc Mélenchon avec le cochon Napoléon. Je ne vais pas le mettre sur tout sujet. Mais il y a en tout cas véritablement dans ce personnage de Lantier une immense sincérité, et c'est ça qui est important. Comment se fait-on emporter par une idéologie, un catéchisme, un simplisme en quelque sorte, qui, alors que vous vivez des choses complexes, vous séduit, vous happe. Et c'est légitime. Et moi, j'ai une empathie immense pour Lantier dans ce livre. Sauf qu'à la fin, ça se termine mal. Et je ne vais pas tout révéler, il faut relire. Mais donc, il y a une vraie réflexion à mener sur le côté tragique d'une idéologie qui vous embarque. C'est la même chose dans Lady L. Si vous me permettez d'ouvrir un autre exemple. Dans Lady L de Romain Gary, qui est une espèce de petite pépite qu'on a un peu oubliée, qu'on a laissée sur le côté de Romain Gary. Il faut lire Lady L. Lady L, je l'appelle Lady Liberté, mais le roman démarre, je le fais en moins d'une minute, dans la haute aristocratie britannique. On a l'impression que c'est un monde d'ailleurs extrêmement privilégié. C'est son anniversaire, elle reçoit un télégramme de la reine, elle prend par le bras un de ses camarades et elle lui révèle qui elle est en vérité. En réalité, c'est la petite Annette Boudin qui est née sur les faubourgs parisiens, qui louait son corps et qui est tombée à un moment sur un garçon dont elle est tombée en emprise à la fois sur l'homme et sur Armand Denis et sur son idéologie. En fait, Armand Denis est un leader de la pensée extrême et il veut transformer sa fiancée en une bombe humaine qui va mettre au milieu de la bourgeoisie. Et ce livre vous met en situation profonde de comment on tombe en emprise et comment on en sort. Et puis il y a Sa Majesté des Mouches de Golding. Et il y a évidemment Le Temps perdu, à la recherche du temps perdu de Proust. Merci Mathieu. On va vous laisser avec un autre Proust. Oui. Cette transition. Mais je pouvais la faire qu'aujourd'hui, donc je l'ai préparée. Oui.